Vous nous apprenez de nouveau hein, avec votre enquête, mon cher Antoine Koroma. Oui, apparemment, Lamine, les langues se délient au fur et à mesure que nous évoluons. Ouais. Hier, on a été contacté par des éléments de la police de Tanene qui ont mené l'opération qui a consisté à mettre la main sur les agents et les chauffeurs qui ont été accusés d'avoir volé la soude caustique. Et il se trouve qu'il y a des précisions qui sont apportées au sujet des 7 millions de francs guinéens. L'affaire des 7 millions, encore une fois, oui. Il y a un souci à ce niveau. Ouais. Il semble que ce n'était pas 7 mais 9 millions de francs guinéens. D'accord. 9 millions qui n'ont pas été saisis sur le théâtre de l'opération, pas sur les chauffeurs, mais plutôt sur un citoyen qui avait du gasoil, qui faisait des affaires de gasoil. On a pris avec lui 9 bidons de gasoil de 20 litres. Ensuite, 9 millions de francs guinéens. On lui a demandé 30 millions, finalement, il a payé 9 millions. On a l'élément sonore du monsieur en question qui témoigne, qui fait des confidences par rapport à ce que les agents lui ont fait subir. On a aussi le véhicule banalisé dans lequel les agents ont mené l'opération. Et ce qu'on nous apprend, c'est que c'est une pratique. Mara avait raison de dire que apparemment c'est une affaire d'argent qui aurait mal tourné. Eh bien ouais. Apparemment, depuis l'ère Thieboro, la pratique est connue, selon nos informateurs. Il semble que les services spéciaux étaient bien au courant de cette pratique. Et dans la zone de Tanene et au niveau de Conakry, il y avait une sorte de convention. Pour chaque opération, on devait leur verser 10 millions pour chaque opération, chaque semaine. C'est-à-dire, les agents, à chaque vendredi, se rendaient à Tanene pour prendre leur part du gâteau. Et donc, puisqu'il y avait 3 camions, cette fois-ci, on a demandé à ce que l'on paye 10 millions par camion. Ce qui faisait 30 millions de francs guinéens. Donc, c'est cette discussion qui avait lieu, le refus d'obtempérer des éléments sur le terrain qui ont amené à l'intervention de la police et de la gendarmerie du côté de Tanene qui a stoppé net l'exécution de ce qui se passait. Donc, ce qui se passe, c'est quoi, Lamine? C'est que, au dire de nos informateurs, qui sont quand même, qui ont été au cœur de cette opération, les agents des services spéciaux en mission dans la zone étaient complices, ou ont souvent été complices des éléments qui agissaient sur le terrain. Et apparemment, au niveau de la direction de Russal, côté guinéen, et ça, l'informateur est catégorique là-dessus, il y a côté guinéen, des directeurs au niveau de Russal qui sont complices des chauffeurs ou des conducteurs du train sur le terrain. Forcément. Et aujourd'hui, il faut savoir lire entre les lignes, mon cher. Depuis qu'on a déballé ce dossier-là, il semble que ça ne dort plus du côté de Russal. Ouais. La partie guinéenne, notamment ceux qui occupent des postes de direction et qui savent qu'ils ont joué un rôle dans cette histoire, il semble qu'ils sont inquiétés aujourd'hui et que les enquêtes telles que ça a commencé pourraient les atteindre. Et donc, j'ai appelé hier Koné des services spéciaux qui devait prendre la parole ce matin. Il nous promet jeudi prendre la parole parce qu'il est en discussion avec ses chefs hiérarchiques en vue de briser le silence. Il dément les propos du procureur. Il dit que le procureur, sur toute la ligne, a tort. Et il va le démontrer. Okay. Et donc, je me dis qu'il y a vraiment... Il y a les dessous encore qui n'ont pas encore été révélés. Et jusqu'à preuve contraire, le Koné, il est catégorique. Ces hommes ont été sur le terrain. Ils ne pouvaient pas avoir d'autre de mission parce que généralement leurs opérations, lorsque c'est la flagrance, ils n'ont pas besoin d'autre de mission pour une flagrance. Ils ont démantelé un réseau qui était en pleine action. Ils ne pouvaient pas sur le coup se doter d'autre de mission qui ne pouvait pas être fait sur place. C'est dans la soirée que l'ordre de mission est venu. Et l'autre chose qui a été dite, c'est que les agents qui étaient sur le terrain, nombre de 6 apparemment, 5 gendarmes, 2 policiers, lorsqu'on les a arrêtés dans le bureau du procureur, on finit par prendre la tangente. Alors qu'ils étaient privés de liberté. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. L'élément sonore existe. Au fur et à mesure que nous évoluons, on verra le besoin de le diffuser. Et surtout qu'on attend qu'il puisse s'exprimer. Justement. Parce que voilà, c'est bien de dire vérité contre vérité. Justement. En fait, à la fin, on ne sait pas qui ment, qui dit la vérité. La prudence même pour Koné, je crois, c'est de ne pas tellement accorder
il ne faut pas avoir une confiance totale en ces agents. Parce que lui, il est nouveau à la tête de ce service. Et le service, il est vieux. On n'a pas d'éléments de preuve, mais il y a eu souvent des dénonciations de la part des agents des services spéciaux par le passé, qui ont donc souvent pactisé avec aussi bien les trafiquants de tous ordres, y compris les trafiquants de drogue. Voilà. Donc, je pense que si vous arrivez à la tête d'un tel service et qu'on vous signale qu'il y a eu un comportement incorrect de la part de vos agents sur le terrain, il ne faut pas être catégorique. Il faut bien dire que c'est possible, que ça peut être possible. Une contre-enquête peut vous permettre de comprendre que vos agents ne se sont pas bien comportés. Et si des investigations à l'interne ont déjà été menées? Parce que hier, moi, j'ai échangé avec certains des agents dont parle Antoine. Au début, ils n'étaient même pas sortis pour cette opération. Vous savez, je vous avais dit ici hier que je ne crois pas qu'ils aient besoin d'ordre de mission dans tous les cas. Ils allaient en opération en réalité à Koya. C'est en chemin qu'ils ont eu un tuyau. Ils ont décidé d'aller explorer. Ils sont tombés à pic d'ailleurs sur la chose. En même temps, la question, parce que ce qui s'est dit, en tout cas selon l'autre version, c'est que des agents de services spéciaux seraient des mèches avec, n'est-ce pas, les gens qui évoluent sur le terrain, mais également les chauffeurs. Et puis, la chaîne va jusqu'au niveau de Russal. Oui, donc, je ne dis pas que ces agents qui étaient sur le terrain sont des mèches avec eux, mais il y a quand même des agents qui sont des mèches avec eux. Donc ça, c'est quand même une question. C'est une saisie. À poser. Nous l'avons évalué ici de plus de 1,5 milliard. Non, c'est même petit. Hier, ils m'ont dit qu'en fait, en réalité, c'est même pas 500 000, c'est 800 bidons. C'est ce qu'ils m'ont dit hier. Non. 800 en réalité. Nous sommes même loin du compte. C'est 30 000 bidons qui ont été saisis. Voilà. Mais le bidon coûte 500 000. Voilà. Mais ils disent qu'en réalité, on est très loin même du compte et que le tout n'a pas été déclaré. Justement, quand j'ai été sur le terrain, j'ai vu les camions stationnés, 3 camions au total. Pour avoir le cœur net, je suis monté à bord des camions, pas à l'intérieur, mais j'ai escaladé les camions pour voir clair dedans et j'ai visiter tous les 3 camions, tout est rempli. Voilà. Mais quand vous le bah oui, on voit la télévision. Voilà. Donc, chaque camion est rempli comme ça et c'est superposé par ligne. Voilà. Au moins 4 bidons superposés par ligne. Calculez pour voir. Moi, je voudrais, dans le traitement judiciaire, en fait, moi, je veux juste te dire. Je vais terminer rapidement. Oui, sur l'affaire de 9 000, là où tu es, là où je vais attirer ton attention là-dessus. Pourquoi je ne veux pas aller dans ce sens? Honnêtement, pour toute personne bien constituée, qui a ses neurones bien fonctionnel, je ne peux pas croire que tu fasses une saisie d'une valeur d'environ 2 milliards et que tu ailles demander 7 millions. Non. Au fait, le débat n'est plus à ce niveau. Non. Le débat n'est plus à ce niveau. Le débat n'est plus là-bas. D'après Antoine ce matin, il se trouve que le deal qui a existé entre les agents et les camionneurs, c'est que sur chaque opération, il leur revenait 10 millions de francs guinéens. Donc si ce deal-là connu de quelques services spéciaux, de quelques agents de services spéciaux. Et je voudrais aller plus loin puisque nous sommes dans le ressort du tribunal de première instance du Breka. Mais encore une fois, si Russal est touché, je crois qu'il faut à un moment donné qu'il y ait eu un traitement à un niveau beaucoup plus élevé. Que le procureur général puisse se saisir de ce dossier pour quand même mettre en nu tout le réseau. On se contente des camionneurs qu'on a arrêtés là, je crois qu'on ne sera pas au bout du compte. Mais il n'y a pas de petits voleurs, hein, mon cher. Non, voilà. vous avez... Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de minimiser. Non, Lamine, vous ne comprenez pas. Ok, allez-y. Je ne minimise pas. Oui. J'ai dit tout simplement, si vous vous contentez de ces camionneurs, vous allez peut-être les sanctionner, mais vous n'allez pas mettre fin au réseau, au trafic. Pour mettre fin au trafic, il faut aller enquêter chez Russal et il faut enquêter sur le marché. C'est-à-dire la destination de cette soude caustique, les bidons de soude caustique. Si on n'a pas toute la chaîne au complet, si on n'a pas une enquête qui nous permet de comprendre les implications, on va sanctionner ceux qui sont là-bas, mais on ne va pas finir avec le réseau. Allez-y, Mohamed Mara. Je pense, Lamine, qu'il faudrait d'abord commencer par dessaisir la police locale de ce dossier, de Dubreka. Cela fait quand même plusieurs décennies que ce trafic a lieu. Croyez-moi, le procureur est dans l'enfumage. Je ne crois pas du tout en sa version. Et deuxièmement, n'oubliez pas que les enquêteurs sur le terrain, généralement, tiennent même les procureurs. C'est eux qui leur donnent les informations. Si déjà à la base, ceux qui sont sur le terrain semblent aussi mouillés,
Parce que c'est quand même à leur nez, à leur barbe, pendant des décennies que ce trafic-là a eu lieu. Moi, je pense que la décision devrait être prise ici à Conakry, au centre, que ce soit au ministère de la Sécurité ou au commandement de la gendarmerie, que des équipes spécialisées soient libérées pour aller mener les enquêtes. Ouais. Ces agents-là, d'abord, il faut commencer par les écarter tous. Ça, c'est un. Secondo, je l'ai dit, le procureur, j'ai encore des doutes. D'abord, il va tellement lentement dans cette histoire, pour une histoire pourtant de flagrance. Moi, j'ai des doutes. Mais mon problème, il est surtout au niveau de l'usine de Fréguia. Et ceux-là qu'on a arrêtés là, ce sont juste des conducteurs de camions. Ils ne sont même pas les propriétaires de la cargaison, bon sang. Ce n'est pas eux. Les propriétaires des camions là, et parfois on veut nous faire croire que non, ce sont des gens innocents. Les camions, on les met sur la route pour aller chercher du sable, mais on sait que ce n'est pas avec le sable qu'on s'enrichit. Ce n'est pas avec le sable qu'on s'enrichit. Il y a ce business-là qui est à côté. Déjà, on me dit chaque semaine 10 millions. Ça veut dire qu'au minimum, il y a une opération par semaine. Non, mais vous imaginez le manque à gagner. Il y a une opération par semaine. Mais allez à l'usine. Parce que les conducteurs, ça, c'est pas compliqué à démêler. Les conducteurs qui ont été pris sur le fait, ou au moment où on a pris cette soude caustique, qui étaient les conducteurs? Prenez-le et demandez la fiche de toute la chaîne ce jour-là. Qui étaient leurs contrôleurs? Qui étaient les chefs d'opération? Qui sont ceux qui ont planifié ce jour-là le transport, comment on appelle ça, de la soude caustique? Remonter toute la filière, ça ne sera pas difficile. Quelqu'un va tomber. Et ce quelqu'un va donner les plus gros morceaux. Mais je ne serais pas surpris qu'à Fréguia, tu aies même des gens de rang directorial qui ne coordonnent pas en réalité cette opération. Vous croyez qu'on peut mener une opération de 2 milliards chaque année avec des petits mamadou? Ça ne fonctionne pas. Cette histoire, la gangrène est à Russal. Et à Russal, vous vérifiez, vous verrez qu'il y a des complicités au niveau de la police départementale de Fria, mais aussi de Dubrika. Vous verrez sûrement que l'affaire va jusqu'au niveau des préfets. Dans ce pays, l'incurie s'installe parce que chaque fois qu'il y a des affaires de cette nature, on cherche déjà à se couvrir. Vous allez voir les préfets qui sont là, les policiers et tout, eux tous sont nommés. Bien. Généralement, il y a des parrains en haut qui maintenant là, c'est leur des périodes aussi de rente, vont aussi recevoir plein d'argent pour protéger ces gens-là. Oui, Lamine, c'est les criminels, ce dont on parle là, c'est de la criminalité. Ces mêmes personnes, je ne serais pas surpris qu'on les trouve dans des business liés à la drogue, qu'on les trouve dans des business liés aux faits médicaments et ainsi de suite. Ça là, si vous vous limitez aux chauffeurs, si vous vous limitez aux chauffeurs, le même truc se passait à CBK avec le gazoil. C'est que là, c'est Fréguia qu'on a pris. On a vu des bidons de gazoil à l'époque qui s'est volé tout le temps. Vous vous souvenez de Lansana Kouyaté quand il est arrivé à EDG. Il est allé à Farana, je me rappelle, jusqu'à changer le type de consommation de ces groupes électrogènes. Je me rappelle. Parce qu'à l'époque, le gasoil, les gens volaient. Ils ont préféré utiliser du mazout. Bien. Merci on est dans un pays où le vol est devenu quelque chose de banal. Bien. Et les gens n'ont pas honte. C'est ça, là, fouillé. Oh, Mohamed, voilà. Allez-y, Roby. Là où je veux convenir avec Mohamed Mara, c'est qu'il faut aller jusqu'à Russal même. Et vous vous souviendrez ici qu'à une époque, les trains qui quittaient Kamsar, etc., Fréguia et tout ça, des trains qui arrivaient à un moment donné et des gens se permettaient de prendre des passagers. Donc à partir de ce moment-là, les directions ont décidé de mettre des GPS dans les trains pour suivre le trajet du train et savoir, parce que le train n'a pas de droit de s'arrêter n'importe comment. Ouais, mais pour ce cas-ci, justement. Oui, parce que ça veut dire quoi? Russal, oui, mais c'est ce que je veux dire. Je veux venir. Voilà. Ouais. C'est pour vous dire que... Des cadres. Parce que c'est ce que Jacques l'a rappelé. Ouais. Parfois, ce sont des cadres qui mettent en mal la Guinée avec des investisseurs. Sur ce cas-ci, on va vérifier, c'est des locaux, des nationaux qui en font leur fonds de commerce. Quand on va au fond, on verra que les Russes ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Oh. Non. Mais c'est trop facile d'améliorer comme ça, mon cher ami. Moi, je voudrais... Selon ce que nous avons comme information, ce sont des cadres guinéens qui sont dans la pratique. C'est trop facile. Allez-y. Sur ce cas spécifique, je souhaiterais qu'on interroge ceux-là ou ceux qui sont chargés de surveiller le trajet du train. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'on vide le train de la soude caustique, il faut bien qu'il s'arrête à un point. Et donc, pourquoi le train-là s'est arrêté à tel point, là où il ne devrait pas s'arrêter? Je pense que la chaîne est facile à trouver. Mais comme on dit Mohamed Mara, tant qu'il y a des milliards en jeu,
il y a la corruption là-dedans, c'est très difficile. Donc je pense que l'enquête doit aller jusqu'au niveau de Russal, ne pas s'arrêter seulement à arrêter des camionneurs, etc. et penser que ça va se résoudre. C'est le même cas dans le pétrole. Les transporteurs de pétrole, à un moment donné, ils subissaient cela, les grandes sociétés. Ça, c'est notre dossier. Je veux. C'est une image. Le carburant sale, ça va dans tous les sens. Absolument. Absolument. Donc, c'est deux domaines différents, mais identiques dans la pratique. Ouais, je vois. C'est voilà. le vrai dealer. Tu vois en fait. un peu, voilà, exactement. Tu vois un peu ce que je veux dire. En fait, voilà, en haute mer et tout ça. Ouais. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Vous avez écouté cette enquête de Antoine Kourouma. Voilà, on parle toujours de cette affaire de soude caustique du côté de Fria. Allez-y. Oui, mais en fait, j'ai un problème avec cette enquête, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a tellement été mal faite ou bâclée que du coup, les lampistes, ce sont que les lampistes qu'on va mettre en avant. Et la problématique de ce genre de cargaison ou de contrebande, appelons ça comme on veut, c'est qu'effectivement, il y a en dehors des chauffeurs, il doit y avoir une chaîne de commandement qui remonte à très haut. Et c'est ceux-là qui sont en train, en ce moment, de démanteler, mais surtout de se couvrir. Les grands gars. Et je veux dire, saisir ce genre de cargaison, c'est tout à l'honneur de police ou des services spéciaux, tant mieux. La problématique, c'est que maintenant, la polémique va plus sur une petite somme qui est pin-up, qui n'a rien, insignifiante. Qui est vraiment pin-up, au lieu d'aller essayer d'approfondir cette enquête et d'aller chercher les commanditaires, ceux qui effectivement depuis des années se remplissent les poches. Mais je ne peux pas croire une seule seconde que dans ce département-là, dans cette localité-là, que des gens trafiquent de la soude caustique et gagnent pratiquement entre 1 et 2 milliards par an sans que là-haut on ne soit pas au courant. C'est impossible. Alors arrêtons de partir en conjoncture, il faut forcer et le procureur de la République et... Mais si, le procureur a parlé hier. Non, mais... Justement, ça c'est après les révélations d'Antoine. Bien sûr. La suite de l'histoire, justement, c'est que maintenant, d'un côté, on dit que le procureur, Mohamed Mara, tu l'as écouté tout à l'heure, à dire que il dit pas vrai. De l'autre côté, connaît aussi, qui veut prendre la parole, mais j'ai l'impression comme il a peur. Peur de quoi? Gros point d'interrogation. Est-ce que lui-même il est mouillé? On ne sait pas du tout. C'est la conséquence Il y a tellement de questions aujourd'hui qu'on se pose. Mais attendez, Jacques, ça te fait rire, mais moi ça me fait pas rire, sincèrement. Non mais je te comprends, ça me fait pas rire, mais c'est malheureusement, ce n'est que la conséquence. Il y a un moment, si tu maîtrises ton sujet, t'as pas à transverser, à dire c'est ce que je vais prendre la parole demain ou après-demain, peut-être qu'il a peur de se faire taper les doigts, j'en sais rien du tout, mais qu'ils prennent la parole. Mais on est d'accord, mais c'est exact, tu dis exactement le fond de ma pensée, qu'ils prennent la parole, qu'ils nous expliquent. Parce qu'il a quand même des comptes à rendre, donc il nous explique ce qui s'est passé et que cette enquête ne passe pas à la trappe et que ce ne soit que les lampistes qui trinquent. Il faut pas que ça se passe comme ça. S'il y avait eu justement la hiérarchie bien respectée entre le procureur de la République et les services sociaux, si tout le monde avait fait son travail correctement, nous n'en serions pas là parce que au bout du compte, ce qui compte, c'est ce qui a été pris, c'est-à-dire la soude caustique. C'est ça le plus important. Et malheureusement, ça passe à la trappe sur des polémiques vaines parce que personne, visiblement dans ce truc, n'a fait son travail correctement. Voilà. Même si on interroge toujours Russal, c'est bien cela. Oui, du côté de Fria. Évidemment, mais Russal doit être au courant, c'est pas possible autrement. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, non, moi je vais être très très bref. Déjà sur Koné, ça me surprendrait. C'est un très bon officier et qui n'a pas, je le dis, qui n'a pas froid aux yeux, qui est capable de prendre la parole sur ce type de questions. Il est plutôt réfléchi. Et donc, je pense que s'il dit qu'il prendra la parole, il la prendra et on saura l'apprécier à partir de son témoignage. Deuxièmement, il viendra en studio. Voilà. Donc, et d'ailleurs, ce sera l'occasion d'aborder beaucoup d'autres sujets avec lui. Et Lamine, oui. Non, t'es trop innocent en fait, Tamba, sincèrement. Voilà. Oui, mais tu sais, il y a du monde à l'innocence parce que tout le monde doute de tout le monde dans un pays. C'est bon de vivre innocemment. Alors, moi je veux terminer en disant que Russal, dans tout ça, est où? C'est lui que ça concerne. Et Antoine, si après Koné, on n'entend pas Russal, il faut laisser tomber. Parce que c'est leur argent, on vole. Hein? Et le minimum en pareille circonstance, c'est d'engager quand même une enquête. C'est leur argent qu'on vole, mais tu oublies aussi... des audits internes. L'insécurité, je vais dire, la dangerosité même du produit, mon cher Tamba. Voilà. À la base, il s'agit d'un produit... Et c'est revendu à Matoto. Mais à la base, il s'agit d'un produit... C'est des femmes qui achètent.
Fini, s'il te plaît. À la base, il s'agit d'un produit qui entre dans la production de Rusal. Lorsque vous enregistrez de telles déperditions, et mieux encore, lorsque un média s'en saisit et que c'est mis sur la place publique, le minimum à faire... C'est monter au créneau. Non, créneau, laisse tomber créneau. Ah ouais. Le minimum à faire, c'est d'ouvrir une enquête interne. Si c'est pas ouvert, c'est que c'est Rusal même qui se vole au bénéfice de Rusal. Vous ne savez pas si une enquête interne Moi, ou pas. je m'arrêterai à cela. Parce que, vous savez, c'est assez simple. Quand vous prenez la matière première, c'est enregistré. Et c'est calculé, c'est des stocks, c'est de la gestion de stocks. Et lorsque vous observez, et ça c'est banal même à comprendre, lorsque à partir de vous avez vos stocks, vous savez ce que vous êtes capable de produire à partir de ces stocks-là. Quelle production vous êtes capable d'atteindre grâce aux stocks que vous avez. Mais la mine, une fois vous observez que ça n'atteint pas l'objectif à partir des stocks initiaux, c'est qu'il y a un problème. Le minimum, c'est de chercher à savoir en interne déjà ce qui se passe. Mais on te dit que le business, il fonctionne depuis plus de 30 ans. Ouais. Je disais, c'est l'âge de Guiba. Les grands pour vous dire, c'est pour vous dire encore une fois. C'est bon de parler. Il peut bien parler. Il peut bien parler. Pardon, Guiba. Non, pardon. Vas-y. Non, je parle de mon petit frère. Pas la paix. Non, mais sincèrement. Quelqu'un m'a dit hier. Il dit que est-ce que Tamba même a quelque chose à voir avec la paix? Non, mais j'aime bien la paix. J'aime bien la paix. Je le dis, pour rire, mais pas possible. Mais la vie, ça pue tellement que c'est des milliards et des milliards de perdus. Et ça doit nous étonner que Rusal, jusque-là, on n'entend rien. Donc, je le dis, après avoir entendu connaître. Antoine, merci. C'est une très belle enquête. Merci. Ça nous a aidé. Bien. Mais on va laisser tomber. Bien. Allez-y, mon cher Diba. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour Lamine et bonjour. Voilà. Et bonjour à tous. Allez-y, madame Hiro d'abord, s'il vous plaît, mon cher Diba. Oui, allez-y, madame. On a écouté à cette enquête. Voilà. Telle question. Quand Tamba dit on va laisser tomber, on a fait notre travail. Le journaliste, il lève le lièvre. On lève le lièvre. Maintenant, à la justice de faire le reste. Mais ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est le fait que après la sortie du procureur, quelqu'un d'autre veuille dire quelque chose derrière. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est qu'entre eux-mêmes, il y a quelque chose qu'on essaie de cacher. Sinon, normalement, il y a des enquêtes qui sont menées. En fait, le clou final avant l'enclenchement de la procédure judiciaire, c'est au niveau du procureur. Quand lui, il parle, normalement, c'est devant. Quelqu'un d'autre ne devrait pas faire une autre sortie. Mais qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond au niveau des enquêtes préliminaires pour que M. Koné décide aujourd'hui de prendre la parole? C'est la question qu'il faut se poser. En fait, moi, je ne suis pas étonné, par exemple, on ne pourrait quand même pas accuser Rusal parce qu'on ne sait pas si à l'interne, une enquête n'est pas ouverte. Est-ce qu'on est allé vers eux pour essayer de savoir si à l'interne, certainement, je suis sûr qu'une enquête va s'enclencher pour savoir qui est mêlé à cette affaire, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. On peut aller vers Rusal pour essayer de comprendre. Ça doit être le défi de la journée d'entrer en contact avec l'usine. Mais je pense que dans ce pays, il faut à un moment donné, quand on a des éléments comme ça, tangibles, sous la main, et que les médias... Parce que le rôle du journaliste, c'est pas de s'aimer le trouble, c'est d'essayer de faire comprendre aux citoyens du pays, mais aussi d'aider en quelque sorte pour dans la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est de savoir comment les choses se font. Est-ce que c'est normal que quelque part, un train qui ne devrait pas s'arrêter puisse s'arrêter n'importe où, exactement, avec un produit aussi dangereux que la soude caustique, qu'on puisse déverser. C'est du vol. En Guinée, les Guinéens sont habitués au vol. Et on fait avec. Nous observons les gens qui devraient être là pour prendre des dispositions, pour prendre des décisions, ne le font pas généralement. Pourquoi? Parce que généralement, la machine est tellement huilée. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées que quelquefois, vous parlez de près de 2 milliards. Il y a de l'argent qui va circuler. Il y a des personnes qui vont être achetées. Il y a des dessous de table. La justice devrait être suffisamment forte pour s'en sortir. Et je pense qu'à un moment donné, si à un niveau un peu plus bas de la sphère, on n'agit pas, au sommet, au ministère de la Justice, on devrait se saisir de ce genre de dossier parce que ça ne fait pas honneur à la Guinée que des sociétés qui se sont implantées ici pour travailler. Et je sais qu'au sein de ces sociétés, quelquefois, les choses ne tournent pas rond, ne se passent pas normalement. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des gens qui ne jouent pas leur rôle par rapport au recrutement, aux contrats qui sont faits et tout.
Mais quand il y a des choses comme ça, la justice devrait foncièrement s'impliquer pour savoir ce qu'il en est réellement, qu'est-ce qui pousse les gens à agir ainsi, arrêter les auteurs, les juger et les condamner. Voilà. Si tu permets, pour appuyer ce qui est en train de se dire, il y a une technologie qui existe depuis des années. Comment vous comprenez qu'une entreprise comme Rusal n'ait pas elle-même déjà stoppé ça? Quand une voiture va plus vite, c'est un système de tracking qui existe. Et vous êtes capable de le suivre, non pas seulement à Conakry. Moi, je connais une ONG présente ici. Ils sont suivis à partir du Canada. C'est installé. Carrément. Ils sont suivis à partir du Canada. Quand tu t'es arrêté quelque part, on le sait. La vitesse que tu as eue, on le sait. Lorsque vous avez ralenti, on le sait. Et à ce moment-là, c'est pourquoi je dis que ça ait duré tant de temps comme ça. Le lièvre, il se cache quelque part. Et c'est pas loin de Rusal. Non, mais je comprends très bien. Allez-y, mon cher Diba Minimono. Oui, moi, j'estime que s'il y a des ramifications, c'est que le dossier risque de ne pas aboutir, prospérer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a d'abord ces jeunes qui se sont lancés dans le trafic. Oui, tout dépend de lui, mais aujourd'hui, même lui, il est mis à l'index. S'il veut faire son job, même moi, il peut démanteler ce puisqu'on était dans une situation de flagrant délit. Je pense que les choses, normalement, devraient aller très vite. Et aujourd'hui, si ça retarde, c'est qu'il faut se poser des questions. Maintenant, n'oubliez pas qu'on parle de 30 années. Ça veut dire que certainement, même les autorités locales qui se sont succédées à la tête de cette zone, forcément devrait aussi savoir ce qui s'est réellement passé. On te dit que le neveu de Kuntigi, justement, qui était président de la commune rurale de Tanene, a été pris. Non, il a été pris comme convoyeur. Oui, c'est là où je voulais en venir. Bizarrement, il a disparu. C'est là où je voulais en venir. Le neveu de non, mais attendez. Non, c'est là où, c'est là où je voulais en venir. Il a disparu et le jour où il y a eu la descente, il était sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Non, ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. Non, ne faites pas de raccourcis. Je me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Lui, il a disparu. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Pour plusieurs raisons, ce dossier-là ne va pas aboutir. Parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Non, je ne suis pas pessimiste. C'est parce que là, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, on va voir toutes sortes de monstres y sortir. Mais regardez. Quand 30 ans, il y a eu déjà des héritiers même dans l'affaire là. Les papas sont morts. Quand on vous dit qu'au niveau des barrages, on paye 5 millions. Ceux qui sont au niveau des barrages savent depuis des années qu'il y a des camions où on a mis de la soude caustique qui défile. Est-ce que ces gens-là vont laisser un tel dossier, qui ont aussi des chefs à certains niveaux, laisser un tel dossier prospérer? C'est là en fait la grosse question. Vous payez 5 millions depuis 30 années au niveau des barrages pour passer, ils savent que c'est de la soude caustique. Ça ne vient pas du ciel. Donc ils payent 5 millions. Sans compter aussi les services décentralisés et déconcentrés qui sont là, qui savent que pertinemment, il y a ce trafic-là qui existe sur place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut questionner des responsabilités à tous les niveaux. C'est ce qui m'amène. Je ne suis pas assez pessimiste, mais je suis réaliste. Parce que, sachez que les hommes en uniforme qui sont dans la zone peuvent avoir des responsabilités parce que le jour de la descente, il y a des hommes en uniforme qui sont venus s'opposer au service de Koné pour dire non, on ne peut pas opérer de telle sorte. Ça veut dire qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Et l'une de mes sources me dit que c'est l'un des chauffeurs qui a appelé les services de sécurité. Vous imaginez? Quand c'est quand même l'un des convoyeurs qui appelle les services de sécurité pour venir. Et j'aurais même appris qu'il y a une autre somme qui est versée à certains niveaux. Ça, on va pousser l'enquête. Au-delà des hommes en uniforme au niveau des barrages, il y a des chefs dans la zone qui perçoivent de l'argent à Dubreka, qui perçoivent de l'argent sur ce trafic. Tout n'a pas été dit. Il y a des informations qui commencent à remonter. C'est pourquoi je vous dis, quand il ouvre cette boîte de Pandore, je pense que ça va chauffer parce que, une fois encore, le procureur aussi en est conscient. Justement, mais je pense qu'il doit être courageux. Il doit être courageux. Amadou, pardon. 30 années d'exploitation, de trafic. Je pense que la responsabilité, c'est au-delà même de cette zone-là. Il ne faut pas s'y construire à cette zone. Il y a des gens qui savaient ce qui se passait. Maintenant, Rusal, je pense que 30 années, vous devez quand même être au courant parce que c'est comme les sociétés, cette société DVA. Lorsque le coagulum doit sortir, il y a un métrage qu'on fait. Ouais. Et quand ça arrive de l'autre côté, aux États-Unis ou le pays d'accueil, ils ont un code. Ils ont un numéro barre qu'ils mettent sur les marchandises. Dès que ça arrive, si vous avez soustrait le coagulum, ils le sauront.
Donc pourquoi cette fois-ci, lorsque la quantité de la soude caustique baisse, pourquoi personne ne monte au créneau? C'est ce que je dis. Alors, justement, il y a un métrage qui est fait, il y a un numéro, il y a un code barre que chaque société utilise à l'entrée comme à la sortie pour voir exactement est-ce que ce qu'on a donné comme quantité, est-ce que c'est ce qui arrive à bon port. Mais ce n'est pas fait. Je pense que Russell aussi, normalement, devrait savoir. Justement, voilà. Bien. Alors, on va essayer d'appeler le procureur, mon cher Tamba. Le temps pour notre réalisateur de le journal. Allez-y. Alors, Guiba, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Pour que le mal perdure comme ça, sur 30 années, il faut qu'il soit partagé. Le mal, il faut qu'il soit partagé. Donc, beaucoup d'acteurs et beaucoup d'intérêts qui s'entretiennent permanemment en se valorisant. Je pense que c'est le principe. J'en riais quand j'écoutais Mohamed Bara, mais en fait, à y réfléchir, en fait, certains sont nés dans ce trafic. Ils ont été nourris avec l'argent du trafic. Ils ont été scolarisés, ils ont fini les études avec l'argent. Certains se sont même mariés, il y a même de petits-enfants aujourd'hui. On pourrait les appeler les petits-enfants de la soude caustique. De Russell. On le dit peut-être en riant, mais 30 années suffisent à faire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Tu peux être grand-père en 30 ans. Vous voyez bien ce qui se passe. C'est rapide. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Hein. C'est vrai qu'on en rit. C'est vrai qu'on en rit. Mais en fait, j'ai quand même... Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça ne prospérera pas, parce que déjà qu'on en ait entendu parler, en 30 ans, qu'on en ait entendu parler, c'est que quelque part, il y a un partage qui a mal tourné. Parce que c'est toujours ça. Vous avez remarqué, même dans le cadre d'enquête journalistique, souvent, la source est un frustré. C'est tout. Souvent, c'est ça. La source est un frustré. Et puisque c'est une histoire de milliards, moi, je me dis, est-ce qu'on n'amènerait pas ça au niveau de la CRIEF? Peut-être que ça pourrait accélérer les choses. Plus vite. Et ça permettra si vous voulez, de faire des enquêtes pour dénicher tout le monde. Parce qu'il faut quand même rappeler que la CRIEF n'intervient pas que auprès de l'État. Oui. Il y a des acteurs également dans le privé. Voilà, si Russell vraiment est impliqué dans ça, qu'on puisse l'amener à s'expliquer. Il vous souviendra qu'à un moment donné, on a eu Kemoko, je crois que c'est Kemoko Traoré ou Kemoko Touré dans ce studio, l'ancien directeur de la CBG, qui nous expliquait comment il avait démantelé le réseau de vol de carburant au sein de la CBG. Je pense que c'est aussi facile que ça s'il y a la volonté de le faire. Moi, je crois qu'il y a des implications au haut niveau de Russell. Il y a forcément des gens qui ont protégé ce business-là, et ceux qui protègent ce business-là ne peuvent pas être à Dubreka, ne peuvent pas être à Tanene, ils sont à Russell, ça c'est clair. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est trop facile. Non, c'est aussi clair. Désolé, non. Évite les raccourcis. Je ne veux pas. C'est pas des raccourcis. Lamine, comment une société qui a toute une politique en place, pour savoir telle quantité quitte qu'on a fait pour arriver à destination, s'il n'y a pas de responsabilité à l'interne pour protéger. Qui a un système de... Ça, je dis pas le contraire. Justement, donc ça, pas de Russell, même dans la zone de Breka, il y a des chefs qui reçoivent de l'argent sur le trafic. Mais pour que ce trafic prospère, pour que ce trafic dure pendant 30 ans, pour que cette soude caustique soit volée au sein de la société, ça vient évidemment de la société. Moi, je pense qu'il y a des responsabilités même au niveau de la société. Il y a des gens qui sont au sein de Russell, qui ont protégé ce business et qui se sont succédés à la tête de cette direction. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure le système de GPS de suivi du convoi de train et tout ça. Moi, je crois fondamentalement que s'ils veulent démanteler ce réseau, la tête de ce réseau se trouve au sein de l'usine même. Les camions ont été déplacés, en fait. Les chauffeurs, puisque les camions sont destinés aux mines, et actuellement les mines, il y a un arrêt au niveau des mines, les camions servaient au transport des agrégats à Dubreka. Et donc, puisque les chauffeurs parfois font des business de sable pour pouvoir au moins rentabiliser, on les a déplacés pour aller transporter ce bagage. Donc, il y a des manques à gagner. Donc, les chauffeurs disent qu'ils ne savaient pas que c'était de la soude volée. C'est pas vrai. Non, mais les propriétaires du camion, les propriétaires du camion, les vrais propriétaires, parce que les chauffeurs ne sont que des travailleurs. Les propriétaires du camion se demandent comment récupérer leur camion parce qu'eux sont innocents. Les camions appartiennent à une entreprise qui a besoin de ces camions parce que ce sont les chauffeurs qui ont merdé. Les chauffeurs ont accepté d'être déplacés par des personnes qui étaient en train de voler de la soude caustique. Ils sont aujourd'hui en détention
Et il semble que les parents de ces chauffeurs menacent l'entreprise si on ne libère pas leur fils. Ok. L'entreprise en question. Alors, moi, je veux quand même porter une réflexion. Je n'affirme rien d'emblée. Mais quand un commerce te rapporte par semaine 2 milliards et que tu es obligé de louer des camions, qu'est-ce que tu fais en tant qu'entreprise? Si les camions ne servaient qu'à ça, c'est la question que je voulais poser. Parce que s'il faut tout le temps louer un camion... Non, c'est pas le même camion quand même. Mais c'est ce que j'ai dit, Antoine. L'un dans l'autre. C'est ce que j'ai dit, Antoine. Ça a été non. C'est un fait du hasard. C'est une piste que j'aimerais. C'est une piste. C'est une piste que j'aimerais encourager. Le propriétaire des camions, je connais bien le propriétaire. J'ai échangé avec lui. Laisse-moi juste terminer. Le propriétaire que je connais, je sais qu'il n'est pas dedans. Bien. Voilà, Antoine, non mais il ne faut pas l'affirmer quand même. Peut-être même que toi aussi t'es dedans alors. Ben oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que justement... Si l'enquêteur est partie prenante, là je comprends très bien. Ben voilà. Alors, ce que moi à la place... S'il te plaît, Mohamed. Il finit. Allez-y, Tamba. Moi à la place de l'entreprise. C'est comme l'État guinéen en fait. On a la possibilité de construire des écoles, mais on loue quand même quoi. Tu vois, donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et quand on disait tout le monde sort, on dit non, il n'a rien volé. On fait communiquer du conseil des ministres. Voilà. Alors, allez-y. Voilà. Donc, si moi j'essaie juste de réfléchir un peu à la place de cette organisation. Ouais. Supposez par exemple que la location d'un tel camion pour un tel convoi te coûte 2 millions par camion. Que tu aies par exemple besoin d'en avoir 5. Chaque semaine, c'est une fois. Vous avez 10 millions, multiplié par 4 semaines, vous avez 40 millions par mois. Vous multipliez 40 millions par 12, vous voyez où ça vous amène. Sur 30 ans, 480 millions. Sur 30 ans, tu vas te dire, le business là fonctionne. Le mieux, c'est que j'achète moi-même mes camions. Voilà. Pour que ça m'aide à faire le transport. C'est pourquoi je demande à Antoine, c'est peut-être bien de chercher à savoir à qui appartiennent finalement ces camions. Je vous ai dit. Parce que non, tu peux pas amener. Merci. Tu as vu le cadre gris? Tu as vu le cadre gris? Je connais le proprio. Non, j'ai échangé avec lui. Renseigne-toi. Le proprio dit que ses chauffeurs l'ont appelé lorsqu'ils allaient pour ce transport-là. Pour lui dire que patron, on nous a déplacés pour transporter une marchandise. D'accord. Mais il ne savait pas c'était quoi. D'accord. Puisqu'habituellement, les camions servent au transport des agrégats. Et quand ce n'est pas le cas... Et cette fois-ci, c'est autre chose. Et ça ne lui a rien dit. D'accord, il fait quel boulot? Lui, il travaille où? C'est une entreprise, Mohamed. Oui, mais c'est important. C'est une entreprise de transport. C'est la police d'enquêter. On les achète que ça rentabilise. C'était la seule fois qu'ils ont transporté. Attendez. S'ils transportent du sable, de la bauxite et tout cela, c'est fait pour ça, c'est pour la location. Mais, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était de la soude caustique volée. Non. Et dès l'instant où c'est le cas, les chauffeurs parfois sur c'est possible. Les chauffeurs souvent sur le téléphone des business. Les chauffeurs parfois peuvent détenir l'attention du propriétaire pour rapidement aller déplacer les marchandises dans le but de se mettre plein la poche. Aujourd'hui, ils sont en détention. Il y a un souci par rapport aux familles qui apparemment seraient en train de menacer par rapport à leur fils. Elles n'ont pas à menacer. C'est une procédure qui est en cours. Évidemment. La justice, le temps de la justice, on ne peut pas venir s'imposer à la justice si des gens sont interpellés. Ils sont présumés, comment on appelle, innocents. Dans cette affaire, s'ils sont interpellés, qu'on laisse la justice faire son travail. Si la justice trouve qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire, parce que comme tu l'as dit, les camions peuvent être là et que l'auteur ne soit pas au courant de ce qui est en train d'être fait. Lui, ce qui importe pour lui, c'est par exemple que ces camions transportent des agrégats ou d'autres marchandises. Est-ce qu'il savait à la base que c'était vraiment du trafic? Mais les chauffeurs... C'est la question qu'il faut poser. Mais les chauffeurs qui vont en maintenant, pour détrousser un train... Je ne parle pas des chauffeurs qui savent de quoi il s'agit. Eux-mêmes, ils peuvent être déplacés pour aller transporter quelque chose. À la police de mener les enquêtes. Les OPJ, ils sont là pour ça. Pour mener les enquêtes, savoir qui est impliqué dans quoi, qui a fait quoi. Est-ce que les camions doivent être incriminés ou bien est-ce que les chauffeurs savaient de quoi il s'agissait réellement? Est-ce qu'ils sont passibles de poursuites judiciaires? C'est aux OPJ de mener en toute profondeur, avec lucidité, les enquêtes pour savoir ce qu'il en est réellement. Voilà, il faut dire, parce que vous savez, c'est des cas qui arrivent en Guinée, pendant qu'une procédure est en cours, les gens s'insurgent, on fait des manifestations, on dit il faut libérer tel. La justice doit faire son travail. Quand vous avez un parent qui est dans une situation, ce que vous devez faire, c'est de vous assurer que la personne ait un avocat et de faire en sorte que la procédure soit transparente, qu'il y ait même de l'accompagnement auprès de la personne si vous pensez qu'elle n'a pas mouillé dans quelque chose de sale.
Mais vous ne pouvez pas mettre une certaine pression sur la justice, demander de libérer alors que des enquêtes sont en cours, c'est pas normal. Voilà, on a l'accord évidemment de principe du procureur Yacouba Conté qui va intervenir dans un instant. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Alors, toi qui es français, il y a une formule célèbre qui dit ça a été fait à l'insu de mon plein gré. Aujourd'hui, tu prends ça bien. Toi, et donc ça a été fait à l'insu de mon... Tu connais cette formule célèbre. Ils veulent nous faire croire que ça a été fait à l'insu de leur plein gré. Mais enfin, dans un pays normal, lorsque tu es transporteur, que tu as une entreprise qui paye ses impôts de manière normale à l'État, tu as un cahier des charges, tu as surtout lorsque tu transportes de la marchandise et que tu signes un contrat, tu as je transporte tel contrat, tel type de marchandise, etc. Tout doit être normalement noté. Donc si les propriétaires de ces camions-là n'ont pas fait cela, tant pis pour eux. La justice devra se montrer implacable vis-à-vis de ce genre de manquement. Mais au-delà de ça, on parle de produits extrêmement dangereux. Justement. C'est surtout ça. Ouais. On parle de produits extrêmement dangereux. Et ces gens-là sont là en train d'essayer de nous faire croire que, 1, ils n'étaient pas au courant, ça dure depuis des dizaines d'années, et que 2, ils transportent des produits sans une autorisation préalable. C'est quand même kafkaïen ce que j'entends ce matin. Ouais, bien. Allez-y, mon cher Roby, pour clore. Le micro, si vous vous souvenez, c'est un peu toujours dans le même domaine, sauf que cette fois-ci, dans le pétrole, pour faire un peu image. Vous vous souvenez de ce dossier de trafic de pétrole au sein de la société Total qui avait amené la ramification jusqu'à la direction même. C'était la même chose. Les chauffeurs des camions qui se prêtaient à trafiquer le pétrole et des faux chèques émis par des acheteurs ou des propriétaires de stations au niveau de Total. Et finalement, personne n'était au courant dès le début. Mais Total a amené des audits internes. Il y a eu des enquêtes sérieuses qui ont été menées et on s'est retrouvé jusque dans la direction même de la société. Et jusqu'à présent, des personnes sont détenues à la maison centrale autour de ce dossier-là. Donc, toujours pour revenir, on ne peut pas protéger un tel trafic. Un tel trafic ne peut pas prospérer pendant 30 ans sans qu'il n'y ait des ramifications au sein même de l'entreprise. C'est impossible. Voilà. Il y a un aspect. Je pense que le parquet général de Conakry devrait mettre la pression pour que lumière soit faite. Parce que l'État paie dans cette affaire. Je vous dis pourquoi. Vous savez, cette compagnie-là, elle importe ses matières premières et tout pour travailler. Et vous savez qu'il y a un abattement fiscal au niveau notamment de ces miniers et tout. Donc, à la douane, au cordon douanier, il y a quand même un manque à gagner pour l'État. Lui, il importe. Il l'importe pour ses propres travaux. Mais d'autres viennent voler. Donc, ceux-ci ne dédouanent pas. Ceux-ci ne retirent rien entre les mains de l'État, ne payent rien à l'État. Ils volent, certes, nous voyons Friguia, mais ces gens-là qui volent, et ils réutilisent. Dans un but commercial, c'est quand même quelques usines de saponification, ce sont des femmes, et ainsi de suite. Donc, ils les réutilisent sans payer de taxes en amont. Quelque part, c'est tout le monde qui paye. Vous et moi, parce qu'en termes de fiscalité, c'est de l'argent public. Je pense qu'il faut donner l'exemple dans cette situation-là. Il faut aller jusqu'au bout. S'il faut mettre, si on vous dit que même c'est un DGA de Freguia, il faut le mettre sous verrou pour que cela serve de leçon aux autres entreprises, aux autres entités dans ce pays. Franchement, à un moment donné, il faudrait qu'un État se respecte. Ce type d'affaires, même dans la presse, ça peut effrayer même de potentiels investisseurs dans notre pays. Et là-dessus, franchement, ne permettez pas à ce que des procureurs, des petits policiers disent que les gens continuent ce trafic-là. Je ne serai pas encore surpris qu'on vous dise que des chefferies, même locales, ou des chefs ici à Conakry soient concernés par cette affaire. Voilà, allez-y. Le risque, c'est de voir aussi l'usine connaître des problèmes. Nous sommes déjà sortis, on n'est même pas sortis puisque l'usine enregistre souvent des problèmes qui n'étaient pas encore liés à cette histoire de soude caustique. Mais bien évidemment, si on laisse le trafic prospérer, on pourrait assister un jour à un arrêt immédiat. Aujourd'hui, ce qui se passe à Russal, on sait que ce n'est pas un travail comme par le passé. C'est-à-dire que les travailleurs ne sont pas dans toutes les conditions qu'il faut. L'usine elle-même n'offre plus un service de qualité. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour démanteler le réseau si les gens sont à l'intérieur de l'usine et qu'ils soient identifiés et sanctionnés, quoi. Sinon, après, bon, l'usine, on peut considérer que c'est privé, mais après, ça fait partie de l'État et ça contribue au développement du pays. Justement, Jacques Liwa Leno. Bonjour, monsieur le procureur. Oui, bon.
Bonjour. Bienvenue donc à cette émission. Depuis quelques jours maintenant, on parle de ce dossier de soude caustique. Vous avez avec vous les chauffeurs qui transportaient, n'est-ce pas, cette soude caustique. Est-ce que vous avez aussi des agents des services spéciaux avec vous à qui vous reprochiez, n'est-ce pas, de s'être invités dans la corruption? Voilà, merci. Je commencerai par dire que c'est avec plaisir que je prends la parole ce matin pour m'exprimer par rapport à cette procédure qui défraie la chronique. Mais avant, vous me suivez? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, mais avant, je tiens à attirer l'attention de l'opinion publique que le sujet dont nous évoquons fait déjà l'objet d'une instruction par le 3e cabinet du tribunal de ce siège. Et en matière d'instruction, l'instruction étant secrète et conforme aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, qui dit substantiellement que lorsqu'une instruction est ouverte dans une procédure, toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines de l'article 367 du Code pénal. Ça, c'est le principe. Mais à ce principe-là, il y a une exception. C'est ce que dit l'alinéa 3 du même article. Je veux parler toujours de l'article 8 du Code de procédure pénale, bien entendu. Qui dispose, toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou les parties, rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues. Oui, monsieur le procureur, on a compris, ce sont des textes de loi, on les a compris. Dites-nous clairement, parlons du sujet. Respond, vous avez fait une sortie dans la presse pour revenir sur les faits et il y a des éléments qui ont été évoqués par rapport à ce dossier. Voilà, pour revenir au sujet. Oh, revenez au sujet, monsieur le procureur. Voilà, avant de rebondir sur votre question, permettez-moi de rappeler la définition de la police judiciaire. Au terme des dispositions de l'article 9, la police judiciaire a pour rôle de rechercher les crimes, les délits et les contraventions. Elle rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Mais les tribunaux, bien entendu, ne peuvent être, n'est-ce pas, saisis sans passer par le procureur. Monsieur le procureur, oui, au fait, c'est une émission. Si vous tirez beaucoup en longueur, ça risque de ne pas toucher le fond du dossier. Oui, mais vous savez, vous parlez à des profanes, monsieur le procureur. Trop de doctrine va tuer, vous voyez, la compréhension du grand public. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier soude caustique? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier soude caustique? Où en est-on? J'en viens, s'il vous plaît. J'en viens. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a une instruction qui a été ouverte et le 3e cabinet d'instruction a été saisi pour notamment des faits de vol, de complicité de vol, de corruption et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. La dernière fois, M. Antoine Koma était là, à qui j'ai d'ailleurs accordé une interview. Je pense que j'ai été extrêmement clair avec lui. Les 3 chauffeurs, comme vous l'avez dit, sont au moment où je vous parle placés sous mandat de dépôt par le 3e cabinet d'instruction. Quant aux agents, ou je veux parler des hommes en uniforme qui relèveraient des services spéciaux et auxquels les faits de corruption sont reprochés, au moment où je vous parle, ne sont pas encore sous la main de la justice. Parce que tout simplement, ils se sont soustraits avec force
je pèse bien mes mots, avec force. Ce jour, mon parquet a donné des instructions à la brigade de recherche à l'effet d'ouvrir une enquête autour des faits que je viens de citer tout à l'heure. Des faits de vol et de complicité qui pourraient être reprochés, n'est-ce pas, au chauffeur, et complicité bien entendu, mais également les faits de corruption susceptibles d'être reprochés à ces hommes en uniforme. Mais malheureusement... Monsieur le procureur, excusez-moi de vous interrompre à ce stade de votre explication. Pardonnez-moi, je vous interromps à ce stade de votre explication. Est-ce que vous seriez en train de nous dire que vous avez des éléments probants qui mettraient en cause l'honnêteté des services spéciaux et que ces mêmes services spéciaux se sont soustraits à la justice? Ou alors c'est simplement les dénonciations des chauffeurs. Mais attention, il a dit qu'il releverait des services justement, c'est d'où ma question. A-t-il la certitude que c'est des agents de services spéciaux ou bien l'enquête est encore en cours? Monsieur le procureur, je répète ma question. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez des éléments qui concourent à ce que vous déduisiez que les services spéciaux seraient coupables de corruption et qu'ils se seraient, je dis bien au conditionnel, soustraits à la justice? Oui. D'accord, merci. Alors, monsieur le procureur, vous avez 3 chauffeurs de camions donc placés sous mandat de dépôt. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que à ce jour, vos enquêtes sont remontées plus loin? Que ce soit les convoyeurs de ces camions, parce qu'on apprend qu'une des personnes d'ailleurs qui avait été saisie sur le terrain, qui serait proche d'un des notables quand même de Tanene, on ne la voit plus dans le circuit. Mais est-ce que... Oui, attendez, je pose une question, vous allez nous apporter les précisions. Donc au niveau des convoyeurs, qu'est-ce qui est fait? Au niveau même de ceux-là qui conduisaient les trains, les conducteurs de train quand même, qui se sont arrêtés, où est-ce que vous en êtes avec eux et pourquoi pas leurs différents contrôleurs et jusqu'à l'usine? Je peux répondre. Allez-y. Voilà, je suis très à l'aise quand je suis avec vous, parce que vous êtes au moins juriste. À l'entame, une enquête a été ouverte et il y a eu transmission du procès verbal. En ma qualité de procureur de la République et ayant l'opportunité des poursuites, j'ai jugé utile de saisir un cabinet d'instruction. Donc, tout ce que vous dites là, il revient au juge d'instruction de le faire. L'instruction est en cours au moment où nous vous parlons. Monsieur le procureur, vous êtes l'empereur des poursuites. Vous êtes l'empereur... non, concernant par exemple, parce qu'il parle des chauffeurs. Parce que la crainte aujourd'hui, c'est de retrouver des menus frétins en détention alors qu'on parle d'une ramification. S'il vous plaît. Oui, mais ma question est précise, monsieur le procureur. Sur le terrain, au moment de la commission des faits et surtout de la saisie de cette cargaison, il n'y avait pas que les chauffeurs. Il y avait des convoyeurs, également, il y avait des chauffeurs de train. Également, qu'est-ce qui en est advenu de ces personnes-là? C'est cela la question plus précisément. S'il vous plaît, ces informations-là, je ne les ai pas. Ah oui? D'accord. Alors... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je pose votre question. Laissez-moi terminer. Le juge d'instruction, c'est pas pour rien que les faits de complicité aussi ont été visés dans le réquisitoire. Donc, toute personne, de près ou de loin, qui serait mêlée dans cette affaire, sera interpellée. D'accord. Alors, à ce niveau de l'instruction, on comprend bien que l'instruction soit encore en cours, monsieur le procureur, mais on se pose la question de la chaîne de responsabilité des acteurs impliqués. Voilà. Voilà. Est-ce que vous entendez maintenant? Je faisais le constat que il s'agit d'un trafic, des informations que Antoine nous a permis d'avoir. Il s'agit d'un trafic vieux de 30 ans. Je pose donc la question ce matin de la chaîne de responsabilité dans ce trafic-là. Est-ce que, par exemple, on peut savoir, à ce niveau de l'instruction judiciaire, quels sont les acteurs
impliqués, même présumés impliqués dans ce trafic de l'usine à votre niveau? Les grandes gueules. L'instruction nous en dira davantage. Elle est secrète, je ne peux pas me permettre de donner certains détails. Monsieur le procureur, l'autre question c'est... Monsieur le procureur, nous sommes quand même étonnés, très honnêtement, nous sommes étonnés parce qu'au moment de la saisie, encore une fois, il n'y avait pas que les camions. Le train était à l'arrêt, les images d'ailleurs dont nous disposons en font foi, les conducteurs des trains étaient sur les lieux. Comment ça se fait que ces personnes-là n'aient pas répondu? Parce que là, on est en pleine flagrance quand même pour ces personnes-là, c'est ça la question. Et l'un des convoyeurs qui était pourtant cité, qui est identifié, que tout le monde connaît, qui est le neveu de Kontigi. Aujourd'hui, personne n'en parle plus dans cette procédure. Pourquoi? Bon, suivez-moi. J'insiste encore là-dessus. Le juge d'instruction est saisi. Et le juge d'instruction est saisi des faits. Donc, il est saisi in rem. Il n'est pas saisi des personnes. Il peut inculper toute personne susceptible d'avoir commis des infractions dans cette histoire, dans cette procédure. Il est saisi des faits. Il est saisi pour ça. Oui, monsieur le procureur, il y a des éléments, il y a des contradictions relevées dans vos propos au sujet de l'identité des agents des services spéciaux sur le terrain. Il semble qu'on vous a demandé ce jour-là d'appeler le responsable de ces agents-là, notamment le général Koné, qui avait demandé à vous parler. Mais oui, allez-y. Monsieur le procureur, vous nous écoutez? Il va répondre d'abord. Allez-y. Écoutez, il faut que les choses soient claires. Vous parlez du neveu de Kontigi. Je vous dis encore une fois que il ne faisait pas partie des personnes qui ont été traduites devant moi. Et d'ailleurs, c'est de vous que j'apprends cette nouvelle. C'est de vous. En tout état de cause, un juge d'instruction est fait. La juge ira jusqu'au fond. Je vous donne cette assurance-là. C'est le rôle de la justice, quand il y a des choses comme cela, que les responsabilités soient situées. Et le procureur que je suis ne fera pas exception à cette règle. Voilà. Le procureur Yacouba Konté, en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y Antoine, dernière question. Voilà, ton micro n'est pas ouvert Antoine, il n'entend pas. Rapidement, monsieur le procureur, ces deux éléments. Au sujet de l'identité des agents des services spéciaux, il semble que lorsqu'on les a arrêtés, ils ont demandé à ce que vous rentriez en contact avec leur responsable, qui est le général Malik Koné. Vous aurez refusé de lui parler et vous lui avez même demandé à ce qu'il vous envoie un document, chose qu'il a faite quelques instants après. L'autre question, c'est par rapport à cet agent. L'un des responsables de la police à Tanene, selon nos informations, qui s'est venu vous voir juste après l'arrestation des éléments, qui a dévancé l'équipe pour vous rencontrer en aparté. Est-ce que vous confirmez que vous avez reçu un commandant adjoint en aparté? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Parce qu'on apprend qu'il aurait des dessous de table. Qu'il brandit cette preuve. Le commandant adjoint de la gendarmerie était l'officier chargé de l'enquête. Attendez, je vais vous dire. Lorsque moi j'ai été informé, et en même temps, les faits de corruption ont été portés à ma connaissance. Je suis le procureur de la République. Ici à Dubreka, j'ai l'obligation... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. J'ai l'obligation, lorsque les faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction à la loi pénale sont portés à ma connaissance, j'ai l'obligation d'ouvrir une enquête. Lorsqu'en plus des faits de vol qui ont été portés à ma connaissance, les faits de corruption aussi ont été portés à ma connaissance, j'ai instruit l'ouverture d'une enquête par rapport à tous ces faits. Et je vous dis, à Tanene là-bas, ils ont refusé, n'est-ce pas, de se prêter à tout interrogatoire. C'est ainsi que j'ai demandé à ce que tout le monde soit là, à mon niveau. Et à mon niveau, ils ont réitéré la même chose. Et Antoine disait hier et aujourd'hui qu'ils étaient au nombre de 3, mais je m'inscris en faux.
Au parquet ici, mon parquet était plein ce jour. 2 jeeps remplis. Par des hommes lourdement armés. Je pèse bien mes mots. Je dis lourdement armés. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu bloquer la France. Je me suis dit, en tout état de cause, les identités sont connues. Et le supposé service est connu. Moi, j'ai remonté les informations au procureur général. Et lorsque vous me dites, parce que hier aussi j'ai suivi, que le procureur que je suis n'a pas accepté de communiquer. Mais pour que bon sang de bon Dieu, pourquoi je vais refuser de communiquer? Pourquoi? Mais, s'il vous plaît, ce n'est pas Espace qui est mon supérieur hiérarchique. Tous les actes que moi j'ai posés dans cette affaire, je l'ai fait en informant. Et en informant au fur et à mesure mon chef, mon supérieur hiérarchique. Et cela même m'amène à revenir au rapport entre OPJ et le procureur de la République. L'article 10 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. Le procureur de la République est le directeur d'enquête. Bien. Voilà, le procureur en direct ce matin chez les juges. Non, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, pardonnez-moi. Monsieur le procureur, pardonnez-nous, nous sommes pressés par le temps, pardonnez-nous. J'ai juste 2 questions rapides. La première, monsieur le procureur, vraiment pardonnez-nous, merci d'être intervenu. Oui, mais on aura cette opportunité, monsieur le procureur. On vous la donnera, monsieur le procureur. On créera une émission uniquement dans ce sens. Voilà, j'ai juste 2 derniers questions. Si. Oui, je sais que c'est important. On va vous donner l'opportunité de parler, monsieur le procureur. Mais là, on est obligé d'aller vite. 2 questions rapides. Je vous invite à provoquer le contradictoire. Avec plaisir. On le fera justement. C'est pour cela que je dis, je vais créer une émission dans ce sens-là, dont vous serez d'ailleurs consultant si vous le voulez. Allez-y. Exactement. Voilà. Donc, monsieur le procureur, monsieur le procureur, écoutez s'il vous plaît. 2 questions. Très bien, on va la vérifier. 2 questions, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, 2 questions. Essayons de nous entendre. J'ai 2 questions à vous poser. La première question, estimez-vous que dans cette procédure, votre autorité a été bafouée? Première question. Et deuxième question, avez-vous subi des pressions au regard de l'implication de certaines personnes, premièrement, et au regard de la gravité des faits? Ben, vous savez, moi, je suis magistrat. Je suis très indépendant. Tant bien même que je sois procureur, mais l'indépendance est dans la tête. Je ne peux accepter aucune pression. Et cette procédure-là ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vous dis. Même si j'en avais reçu, je n'allais pas prêter le flanc. C'est tout le mal que l'on puisse souhaiter, mais il y a quand même des zones d'ombre. Permettez-nous de le souligner. Bilal qui était là, on ne sait toujours pas où est passé Bilal. C'est quand même... on a l'impression aujourd'hui que c'est seulement les menus frétins. Eh ben voilà, il peut couper, c'est pas grave. Voilà. Le procureur... Bilal a disparu entre-temps de la circulation. On va le rappeler. On va le rappeler, mon cher Amadou, parce que ce n'est juste pas normal. Le procureur de la République en direct, tu touches une plaie. Je pense... Mais sincèrement, il faut qu'il décroche. Allez-y. Tu touches une plaie. C'est qui Bilal, Mohamed Mara? Alors, je le comprends sur 2 ou 3 choses. Et il ne faut pas l'oublier. Certes, il est le directeur des enquêtes, mais là où il est aujourd'hui, à partir du moment où un juge d'instruction a été saisi du dossier, lui-même, normalement, n'a plus les mains libres dans ce dossier. Le juge, lui, c'est un magistrat du siège. Le juge d'instruction a la latitude d'aller dans tous les sens qu'il souhaite. Il peut aller dans toutes les directions qu'il souhaite. Mais j'aimerais bien que le juge d'instruction, donc de la 3e chambre, comme il le dit, soit suffisamment courageux pour poser des questions, y compris au parquet de Dubrika. Parce qu'on ne comprend pas, comme il le dit, que son bureau ait été rempli ce jour-là. Et puis, bizarrement, on ne prend que 3 pauvres chauffeurs. Même pas les chauffeurs, les conducteurs de train. C'est lui qui va... Si je suis un novice en droit, mais c'est peut-être lui qui va poursuivre. De toute façon, les poursuites, c'est le procureur qui va les encadrer. Non, c'est déjà déclenché. En fait, le magistrat... Vous savez, on était en pleine flagrance. Mais il estime que sûrement les complicités vont à des niveaux beaucoup plus élevés.
Donc pour cela, il faut des enquêtes plus approfondies. Qu'est-ce qu'il fait au bout de 48 heures ou de 96 heures maximum? Il ne continue pas, lui, il ne peut plus. Il saisit un juge d'instruction justement donc en charge du dossier. Et ce juge d'instruction, il va prendre plusieurs mois, ça vous pouvez me croire. Il a le temps de fouiller, d'enquêter, d'interroger tout le monde. Maintenant, de l'autre côté quand même, il faut le dire. Et dans cette histoire-là, je vous le dis, si ce qu'il dit est vrai, que les forces des services spéciaux sont venues en nombre pour procéder au retrait de leurs hommes par la force, on n'est plus en République là, Lamine. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Est vrai. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il dit qu'ils étaient... Non, ils se sont... Ils se sont retirés. Mais il parle plus tard, même de camionnettes remplies. Il revient à l'interview. Voilà. Les grandes gueules. Voilà, allez-y, Mohamed Mara, l'interrogation. Alors, monsieur le procureur, nous revenons sur ce sujet, notamment des agents des services spéciaux. Qu'est-ce qui s'est exactement passé avec eux après leur interpellation? Comment est-ce qu'ils ont pu se soustraire donc Oh là, on a vraiment des problèmes avec lui. Je pense qu'il fait exprès de rapprocher, sincèrement, voilà. On comprend très bien, voilà. Allez, pour clore, parce que... Oui, je pense que... Moi, je ne suis pas d'accord avec l'argument que développe le procureur, même s'il rappelle une disposition légale comme base juridique. Je pense que c'est lui qui est en train d'entretenir le flou aujourd'hui autour de ce dossier. Parce qu'il a eu suffisamment de temps de s'adresser aux personnes, de les recevoir et de les écouter avant que le dossier ne soit transféré sur le juge d'instruction. Pour éviter que des informations inexactes et parcellaires soient propagées, il est aussi de la responsabilité du procureur d'accepter de communiquer sur ce dossier-là. Parce que s'il continue à se décharger pour dire non, pour l'enquête est secrète, l'instruction est secrète, on ne peut plus commenter, je pense que sous d'autres cieux, le procureur normalement devrait à date accepter de prendre la parole pour écrire la lanterne des gens. Bien. Maintenant, sur les ramifications, ce sont les menus frétins, une fois encore, qui risquent de payer les frais dans ce dossier, les chauffeurs. On ne peut pas les responsabiliser parce que le train qui a stationné, qui l'a fait, c'est à partir de Russal. Et surtout, le neveu, parce que ça, il faut le dire, Bilal, le fameux Bilal. Comment on a pu l'exfiltrer et où il est parti, ça, ce sont les responsabilités. Bien. Maintenant, je sais qu'il peut avoir aussi un peu cette autorité au-dessus de la tête pour dire attention, s'il ne prend pas garde, le procureur risque de quitter Dubreka. On sait, ça s'est passé. Je pense qu'il y a des pressions. Il y a des pressions, mais il faut qu'il ait le courage de dire le droit. C'est extrêmement important.